Chers amis, bonjour. Je suis ravi de présenter notre première émission Éco-Bassin. Monsieur Bruno Lafont, président de notre communauté de communes du bassin d'Arcachon Nord et maire de Biganos, a accepté de parrainer ce premier événement. Vous, acteurs économiques, avez subi une actualité bien particulière au cours de ces dernières semaines. Éco-Bassin est là pour vous informer, pour vous aider, pour vous accompagner. Nous allons, au cours de cet entretien avec M. Bruno Lafont, évoquer les 3 temps suivants. Quelle était l'ambiance économique avant ces fameuses dates du 14 et du 17 mars? Comment les entreprises ont vécu ces longues semaines de confinement? Et dans un troisième temps, nous évoquerons la façon dont M. Bruno Lafont voit le redémarrage progressif des activités, mais surtout, quel sera l'impact de cette période sur l'économie de demain. Monsieur Bruno Lafont, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre première invitation. Nous allons, comme nous l'avons précisé dans notre présentation, aborder les 3 temps liés à cette période bien particulière. Donc, nous commençons par le premier temps. Quelle était la vie économique avant ces 2 dates du 14 et du 17 mars, puisque les entreprises retrouvaient un capital confiance, les chefs d'entreprise avaient des projets, et puis d'une manière brutale et subite, la machine s'est arrêtée. Comment avez-vous vécu déjà quels étaient les projets et quelle était l'ambiance économique avant cette date du 14 mars? D'abord, bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité, puisque je suis l'actualité et j'ai connu le début d'Actu Bassin et je suis très heureux de venir participer avec vous ce matin au titre de la communauté d'agglomération du Nord-Bassin et vous parler d'économie puisque c'est une des compétences de cette agglomération. Oui, vous l'avez dit, avant le 15 mars, l'activité économique à la fois sur le bassin d'Arcachon mais sur notre territoire était bon et l'activité de l'agglomération vis-à-vis des entreprises était également en plein essor. Nous étions dans la réalisation de l'expansion de la zone de marche-prime, dite Rigano, où un certain nombre de terrains ont été réservés, pratiquement tous. Il y avait également une activité d'installation sur Biganos au lieu d'Icarero, à côté de l'usine Smurfit, où il y aura sûrement une extension par la suite. Et puis Mios Entreprises était en pleine activité avec la Coban pour la recherche d'acquisition de terrain, d'activité de nouvelles entreprises. À Andernos, nous étions en train de refaire la voirie pour que cette zone soit encore plus embellie et que cela puisse faire venir des entreprises. Bref, tout allait pour le mieux et brutalement, l'activité économique s'est arrêtée. Mais j'espère que tout cela va repartir. Mais nous pouvions dire que dans les différents secteurs d'activité où nous étions, les perspectives, je parle au passé, étaient bonnes. Oui, c'est ce que nous ressentions en effet. Si nous abordons maintenant le second temps, le temps là, du confinement où la machine s'est arrêtée brutalement, comment avez-vous géré cette période avec les différents profils d'entreprise que nous avons sur notre communauté de communes? Alors, si je suis très honnête, nous n'avons pas eu beaucoup de contacts à part dans nos propres communes. Personnellement, j'ai continué à aller en physique à l'agglomération avec quelques cadres et employés de la communauté d'agglomération. Nous avions gardé le contact avec les maires, élus ou non élus d'ailleurs, puisque la machine continue et nous sommes actuellement encore dans l'ancienne mandature, puisque c'est à ce titre-là que je m'exprime avec vous aujourd'hui. Mais les entreprises, nous les avions au coup par coup. Par exemple, moi qui suis élu en tant que maire de la commune de Biganos, je savais que l'activité de Smurfit Kappa était considérée par l'État comme une activité prioritaire, indispensable à la vie économique du pays, par le carton et pour fournir l'alimentaire, mais également tout ce qui touche aux activités des soignants et de l'activité de la pandémie pour l'emballage des différents produits. Donc l'activité de cette entreprise était réduite
de 20 à 30% parce que le personnel n'était pas présent. C'est plus par un problème d'absentéisme que l'on peut comprendre par rapport à la garde des enfants, par rapport à des personnes fragiles qui peuvent travailler mais qui dans certains cas peuvent être considérées comme fragiles. Bref, l'industriel était pénalisé par la problématique de l'absentéisme, non pas voulu, mais de fait, subi. Et donc, nous savions que l'activité marchait fort, mais que l'activité ne pouvait pas être résolue. L'activité sur la zone, il faut savoir que sur la zone de Biganos, il y a 1100 emplois qui sont tournés vers le commerce. Des grands magasins comme le Roi Merlin étaient fermés, l'activité était fermée, mais par contre, un magasin comme Auchan, tout en respectant les gestes barrières, en étant ouvert pratiquement tous les jours, continuait à avoir une activité soutenue. Mais les artisans, les commerçants que nous croisions, ou avec lesquels nous avions des contacts, étaient catastrophés, et le sont toujours d'ailleurs, parce que certains ont repris, d'autres vont reprendre, et donc là, il y a quand même une cassure indiscutable qui va mettre des mois pour repartir, et nous sommes particulièrement inquiets. Oui, on le ressent d'ailleurs dans l'ambiance générale des chefs d'entreprise, enfin, que nous rencontrons lorsque nous échangeons avec les chefs d'entreprise. Avez-vous eu des retours sur l'accompagnement des entreprises par les institutions, par les banques, par les administrations? Avez-vous des retours sur des difficultés particulières rencontrées par les chefs d'entreprise, surtout pour les TPE et les commerçants? Alors, on a deux types de raisonnement. D'abord, très vite, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine s'est mis en passe de prendre des actions, et notamment un fonds de solidarité qui permet de pouvoir accéder à des prêts de 2 à 5 ans qui peuvent aller de 5 000 à 50 000 euros. Et donc, le Conseil régional a demandé aux agglomérations si on voulait participer. Donc nous avons la communauté d'agglomération du Nord-Bassin, la COBAN, a mobilisé 130 000 euros, c'est-à-dire 2 euros par habitant, pour accéder à ce fonds et pour que nos entreprises puissent en avoir l'intérêt. J'ai su ce matin par une réunion de téléphone que j'avais, avant de venir avec vous, qu'il y avait 3 entreprises du territoire qui y avaient droit à accéder. Mais dans les contacts que nous avions, il y a des entreprises, j'en connais une, qui n'est pas sur la COBAN, mais qui est sur le Val de Leyre, que je connais par l'intermédiaire de son chef d'entreprise, qui s'appelle Rein Irrigation, qui est sur la zone du Val de Leyre, qui a obtenu un prêt de 500 000 euros. L'entreprise est florissante, c'est une activité qui marche bien, le chef d'entreprise est dynamique, les employés ont travaillé comme ils le pouvaient, en respectant les gestes barrières. Voilà une entreprise qui a obtenu un prêt. Par contre, on connaît des entreprises qui n'y ont pas eu droit. Ouais. Et on connaît des artisans, des commerçants qui, eux, se retrouvent bien seuls. Ouais. Et nous regarderons ce que nous pourrons faire. Pour l'instant, nous n'avons pas arrêté ce que fera la COBAN, mais nous ne laisserons pas... la difficulté, c'est où on saupoudre, et ce n'est pas forcément le plus efficace. Mais effectivement, il y a des gens qui sont dans les difficultés, et le ministre de l'économie a dit l'autre jour qu'il y aurait des faillites, mais c'est incontestable. Ouais. On n'arrête pas une activité économique d'un pays telle qu'elle a été faite pour la protection de nos concitoyens, parce que c'était un choix cornélien qu'il y avait à faire de la part des responsables politiques, dont on saura que derrière il y aura une crise politique et une crise sociale, parce que c'est obligé. Mais c'était où on ne protégeait pas nos concitoyens, et on continuait comme on pouvait le continuer, ce que l'on peut voir au Brésil ou dans d'autres pays, sans porter l'opprobre, mais enfin en voyant la réalité. Oui. Mais où on l'a bien vu aux États-Unis au début, où on n'a pas cru à... Mais je pense que, et d'ailleurs ça a été révélé par Madame la préfète au cours d'une audience que nous avons eue de visioconférence, l'INSEE a sorti un rapport et un sondage. La France est le pays d'Europe où le confinement a été le mieux suivi. On critique souvent les Français, mais donc il était indispensable de le faire. L'État français l'a fait. Nous avons préservé nos capacités des hôpitaux, qui avaient sûrement été sous-estimées par les gouvernements précédents, je pense, et c'est pour ça que nous étions dans cette situation, parce que c'est bien facile aujourd'hui d'applaudir nos soignants à 20h tous les soirs, mais je pense qu'il aurait fallu se soucier de l'hôpital un peu avant. Enfin, ça, c'est des leçons qu'il faudra tirer par la suite. Mais aujourd'hui, le choix était difficile, donc on a arrêté l'économie, et pour nous, nous sommes très inquiets, et nous allons regarder cette situation avec attention. Alors, puisque nous parlons de leçons à tirer, il est évident que cette période bien particulière va changer notre environnement, nos habitudes de consommation.
Je pense que les consommateurs se sont aperçus que la proximité, les commerçants de proximité avaient aussi leur place et leur rôle à jouer dans cet environnement économique. Et ce que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le troisième temps où les habitudes des consommateurs, comme on l'a dit tout à l'heure, vont changer. La vision de la consommation va aussi changer. Il y aura un impact sur l'environnement. Comment voyez-vous les choses après le redémarrage progressif de nos activités? Vous l'avez dit, je pense que nos consommateurs et nos concitoyens se sont aperçus du rôle de la proximité. Et d'abord parce que c'était de fait, ils ne pouvaient pas aller très loin pour consommer. Et lorsqu'on a tiré haro sur les agriculteurs, on s'est aperçu que la France ne pouvait pas vivre sans son agriculture. Alors bien sûr qu'elle a besoin de se réformer. Je suis moi-même fils d'agriculteur, membre de la Chambre d'agriculture, et au titre de la forêt, mais je vois comment réagissent les agriculteurs. Moi je dis souvent, vous savez, il ne faut pas en vouloir aux agriculteurs. Ce n'est pas eux qui ont inventé les produits. Eux, ils ne font que les utiliser. Mais si on leur donne des produits qui sont plus respectueux de l'environnement, vous verrez que les agriculteurs seront les premiers à les utiliser. Moi, j'ai vu mon père mettre de l'engrais toute sa vie. Il est mort d'ailleurs d'une leucémie. Est-ce qu'il y a eu cause à effet? Les médecins n'ont jamais pu le prouver, mais moi je l'ai vu. Et il mettait l'engrais parce que l'herbe poussait plus vite. Alors qu'à une époque, il mettait le fumier. C'était plus facile de jeter de l'engrais avec un appareil que de le faire. Effectivement, le fumier, c'était plus compliqué. On sortait, voilà. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que l'agriculture de proximité, c'est d'ailleurs qu'un certain nombre d'élus, aujourd'hui, nous-mêmes sur Biganos, on veut réserver une partie de superficie à l'agriculture de proximité, mais aujourd'hui, c'est difficile à faire passer dans les mœurs, parce que les gens ne comprennent pas forcément très bien qu'un maire veuille réserver une centaine d'hectares pour faire l'agriculture raisonnée. Bon, pas pour mettre de la grande agriculture, mais parce qu'on a des AMAP, on a des exemples, on a des gens qui veulent faire des... Mais il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de possibilité de le faire. Et donc aujourd'hui, c'est le rôle également d'une collectivité comme la Coban de participer, dans le cadre de l'élaboration du SCOT, de dire qu'il faudra faire attention à cela. Et je pense que ça, c'est une des leçons que nous tirons de cette pandémie, c'est que nos concitoyens se sont aperçus qu'il n'y a pas forcément que le supermarché. Et donc, on le voit bien dans la vitalité de nos marchés de proximité. Eh bien, ça, on aura besoin d'y retourner. Ça va mettre un certain temps. Bien sûr que les réflexes reviendront. On dit bien que la nature a horreur du vide et que chasser le naturel, il revient au galop. Mais je pense que la situation et le fait de rester 2 mois confinés, un certain nombre de nos concitoyens se sont ressourcés eux-mêmes et ont pris réflexion sur leur avenir. Alors bien sûr, le portefeuille tient tout. Eh oui. Mais on s'est aperçu qu'il n'y avait pas forcément que de bonnes affaires que dans les grandes surfaces. C'est vrai. Et donc il faudra, je pense, tirer conclusion de tout cela. Alors les grandes surfaces, ce sont des acteurs indispensables, mais ce qui est très positif, c'est qu'il est vrai que la proximité a joué un grand rôle, et on a retrouvé les seuls commerçants qui ont su tirer leur marron du feu dans cette période un peu particulière. Eh bien, ce sont justement les activités liées à l'alimentation, enfin tout ce qui fait partie du besoin quotidien. Nous avons souvent aussi entendu les consommateurs, mais les chefs d'entreprise dire rien ne sera plus comme avant. Comment interprétez-vous cette phrase? D'abord, ça sera la conclusion, pardon. D'abord parce que nous allons devoir nous habituer aux gestes barrières, à l'éloignement des uns des autres quelque temps, tant que nous n'aurons pas le vaccin ou ce qui nous permettra de pouvoir être sûr que ce virus peut être éradiqué. Le fameux sentiment de la peur de l'autre. Voilà. Donc ça a été, c'est un phénomène que nous allons devoir mettre un certain temps à supprimer, mais pour l'instant, nous devons 4 mètres carrés dans les bureaux, porter le masque dans des endroits où on ne pourra pas avoir les dimensions nécessaires entre nous, à pas se trimballer en permanence avec 1 mètre, lorsqu'on sera dans des lieux publics, lorsqu'on sera dans les lieux de transport. Donc je pense qu'il y a quand même des comportements qui ne seront plus les mêmes. Ça, c'est déjà le premier événement. On ne circulera plus de la même façon. Là, ceux qui avaient prévu d'aller cet été en vacances en Espagne, eh bien, c'est mort. Bon,
et vice-versa. Donc c'est un peu, il va y avoir des changements. Pour les activités économiques, il en est de même. Il va falloir, pour ceux qui travaillaient avec des pays à bas coût, il va y avoir des réflexions. Moi, je pense qu'on ne sortira pas indemne de cette situation. Or, il n'est pas possible de continuer à considérer que tous les produits à bas coût peuvent être fabriqués dans des pays. Donc il faut que nous revenions à des réalités qui sont malheureusement des réalités économiques. Pourquoi on fait tout cela dans ces pays-là? Parce que la fabrication de ces produits et surtout le taux horaire est moins cher dans ces pays-là. Oui. Et donc ça nous pose quand même quelques difficultés. Mais dépendre des pays asiatiques pour les médicaments, il y a des questions vraiment à se poser. Donc on ne pourra plus être comme avant. Il y a des questions qui devront se poser. Et il faudra faire le choix de quelques centimes ou quelques euros de plus pour certains produits et voir si on ne peut pas les fabriquer nous-mêmes, recréer de l'emploi. Mais pour cela, il va falloir se poser de vraies questions, sans abîmer nos paysages, sans abîmer notre belle France. Moi, je suis quand même des fois, quand je suis allé notamment en Allemagne, pour ne pas, ou en Autriche, moi j'ai été des fois très heureusement surpris de trouver, en plein milieu d'une campagne, une très belle usine. Et un beau bâtiment moderne. Et vous aviez non pas des zones d'activité comme nous avons nous, où on regroupe les gens entre eux, vous aviez dans un joli paysage une très belle unité de production et qui était très bien alimentée par les routes ou par les voies ferrées. Nous, on n'a pas ça dans nos paysages. On le voit de temps en temps, mais nous, on les a par zone. Mais est-ce que c'est la meilleure façon? Donc, c'est à la fois dans l'aménagement du territoire, mais c'est à la fois en termes d'horaire. Est-ce qu'il faut laisser travailler les gens autant qu'ils le veulent, tout en respectant les flux? Est-ce qu'il faut que l'on fasse attention? Parce que bien sûr, il y a toujours des petits malins qui vont vouloir exploiter les autres. Oui. Bon, une entreprise, elle n'a que la valeur que par les hommes. Donc il faut toujours les respecter. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Mais je pense qu'il y a des adaptations à faire si l'on veut continuer à produire, pas très loin de chez nous. Et donc, si cette pandémie, malheureusement, avec ses milliers de morts, nous aura apporté quelque chose, eh bien, soyons d'abord, ayons des gestes responsables, faisons attention à nous, ayons du respect vis-à-vis des autres, et faisons en sorte que notre économie continue à être aussi florissante, pour revenir à ce qu'on disait au début, comme elle était avant le 15 mars. Voilà. Écoutez, tout cela, ça fait preuve d'humilité. Nous devons prendre du recul sur tous ces événements. Ce que nous aimerions, M. Bruno Lafont, c'est reparler un petit peu de ce contexte dans quelques mois, lorsque l'activité repartira, et lorsque les grandes décisions, justement, dans les thèmes que vous avez évoqués, seront à l'ordre du jour. Merci, M. Bruno Lafont. Merci à vous.